Très bien. Alors, de nouveau, je dis bonjour à toutes et à tous. Je remercie Javeria d'avoir accepté de proposer cet exposé qui porte donc sur sa thèse et, vous le verrez, qui a un rapport avec la question générale de la similarité ou de l'analogie. Et là, entre peut-être d'une manière un peu surprenante, à partir d'une langue évidemment peut-être assez peu connue en France, mais pour lesquelles, malgré tout, vous verrez, on trouve des similarités avec le français. Donc, il s'agit du ourdou, dont Javeria va nous parler. Donc, elle est doctorante en troisième année, et bon, donc la thèse commence à être bien avancée. Et une fois de plus, l'intérêt, j'insiste pour les étudiants en master sur l'intérêt en particulier méthodologique de ces exposés de doctorants, puisque vous allez voir que là encore, à partir d'une intuition, hein, est-ce qu'il n'y aurait pas des ressemblances entre le français, le ourdou, quelles que soient les raisons historiques. Bon, comment est-ce qu'on monte, comment est-ce qu'on crée un protocole scientifique pour essayer de passer de cette intuition à une démonstration? Et voilà donc pour un cadrage général de l'exposé. Je vais donc maintenant laisser la parole à Javeria et ensuite, comme à l'habitude, comme nous en avons l'habitude, nous allons donc entrer dans une discussion au sujet de l'exposé. Voilà, donc c'est à vous, Javeria, je vous laisse la parole. D'accord, merci beaucoup. Bon après-midi tout le monde. Alors, le sujet de ma thèse, c'est les vrais et faux amis, français-anglais, français-ourdou et leur rôle dans l'apprentissage du français chez les apprenants pakistanais. Alors, je vais commencer en vous demandant si vous... OK, avec le plan de travail d'introduction, je vais vous parler des définitions, les objets de mon travail, les objectifs et la motivation pour ce sujet. Dans le préambule, je vais vous montrer un petit peu la situation socio-linguistique du Pakistan. La méthodologie 1, ça va être sur la construction du corpus français-ourdou et le deuxième, ça va être de la construction du corpus français-anglais. Alors, saviez-vous qu'en français, là, il y a le mot musique et on a un mot similaire en ourdou qui est mosiki. Un autre exemple, c'est le mot amerloc en français et nous avons un mot similaire qui est amerloc. Mais les deux mots, ils n'ont pas le même sens. Alors, amerloc, je ne sais pas si vous connaissez ou non, ça veut dire américain, mais c'est un terme un peu familier. Mais amerloc en ourdou, ça veut dire le paradis. Voilà. Et alors, le premier exemple, musique et musique, ça, c'est des vrais amis. On peut dire qu'ils s'appellent aussi les cognats, les mots apparentés ou les congénères aussi. Et nous avons tiré la définition des vrais amis chez les linguistes informatiques, surtout Kondrack et Simard, qui disent que ce sont des paires de mots de langues différentes qui partagent des propriétés phonologiques ou orthographiques et sémantiques évidentes. Il est donc probable que ce genre de mots peuvent être utilisés comme traduction mutuelle. Alors, peut-être que vous savez déjà, en français et anglais, il existe des vrais amis aussi, par exemple, immense en français et immense en anglais, et puis la page en français et page en anglais, etc. Il y a beaucoup d'autres exemples. Et le deuxième exemple que j'avais vous donné d'Amerloc et Amerloc, c'est des faux amis. Alors, faux amis est le terme le plus largement utilisé pour décrire des couplets de mots ayant une forme similaire, mais pouvant ne pas avoir la même traduction. Alors, ce terme a été créé par Maxime Kessler en 1922.
Les faux amis, on peut aussi dire que ce sont des homophones interlangues. Par exemple, en anglais, dans la même langue, ils s'appellent les homophones. Par exemple, en anglais, nous avons male et male. Male, ça veut dire le email et male, ça veut dire un homme masculin, le genre. Mais quand il s'agit à travers les langues, on peut dire que ce sont des homophones interlangues. Alors, à noter, il existe plusieurs définitions de mots cognats selon le domaine d'études, linguistique classique ou linguistique informatique. Mais nous, on a utilisé le mot, la définition de la linguistique informatique. Pourquoi? Parce que la linguistique classique prend en considération l'étymologie des mots, mais puisque notre approche dans cette recherche, ça va être purement synchronique et pas diachronique, c'est-à-dire on ne va pas vraiment se concentrer sur la relation génétique entre chaque paire de mots. Donc, ça va être un travail très, très grand. Et j'aurais besoin de, je ne sais pas, 2 ou 3 années en plus. Alors, nous allons rester purement dans le domaine synchronique. Aussi, j'aimerais bien préciser que cette recherche, ça ne propose pas une méthode d'enseignement, mais c'est juste un outil pédagogique, c'est-à-dire que les enseignants, ils peuvent utiliser les vrais amis et les faux amis pour enseigner le français. Donc, les objets de ma recherche, ce sont les vrais et faux amis français, anglais et français ourdou. Notre objectif, c'est de trouver des vrais amis et faux amis français, anglais, français ourdou, selon le corpus choisi. Et je vais vous dire après quel corpus je vais choisir pour tirer ces mots. Et le deuxième objectif, que je vais les observer leur rôle dans l'apprentissage du français chez les apprenants pakistanais. Alors, pourquoi est-ce que j'ai choisi ce sujet? En fait, l'apprentissage du français, c'est un phénomène en pleine expansion au Pakistan. Il existe plusieurs alliances françaises et au niveau des écoles et aussi au niveau universitaire, les étudiants, ils ont option pour choisir le français comme langue étrangère. Normalement, au niveau universitaire, ils apprennent le français pendant un semestre. Mais au niveau des écoles, ils peuvent apprendre le français pendant plusieurs années. Alors, la plupart des étudiants que j'ai enseignés, en fait, j'ai enseigné le français au Pakistan et ils parlaient déjà ourdou comme première langue et l'anglais comme deuxième langue. Alors, c'est pourquoi j'ai choisi ces 2 langues, bien qu'il existe plusieurs d'autres langues au Pakistan aussi. Et pendant l'enseignement, j'ai observé que moi et même les étudiants, ils remarquent les similarités lexicales entre leur langue maternelle ainsi que le français. Alors, j'ai décidé de voilà, écrire un thèse sur ça. Alors, je vais parler un petit peu du Pakistan. La région du Pakistan actuelle, on a eu toujours un contact avec les Arabes. Ça, c'est le Pakistan ici. Je ne sais pas si vous pouvez voir mon petit mouse. Et il y a eu toujours le commerce entre le monde arabe et le Pakistan ici. Alors, il y a eu toujours une connexion d'arabe, de la langue arabe avec cette région. Après ça, l'Empire perse, le Pakistan faisait partie aussi de l'Empire perse. Ça, c'est le Pakistan et ça, c'est tout. Ça, c'est l'Empire perse. Ou l'Achéménide, on dit aussi. Après ça, il y a eu la colonisation britannique de cette région. Le Pakistan, l'Inde, le Bangladesh et le Birmanie, ils faisaient partie de l'Empire britannique. Et c'est à noter aussi que ce n'est pas un État unitaire avec un seul système d'imposition et d'administration. C'était juste des petits États. Il y avait 688 petits États dans cette région. Et voilà, les États, ils faisaient partie de l'Empire britannique. Alors, puisque le Pakistan faisait partie de l'Empire britannique, alors l'anglais, il est devenu une langue très importante au Pakistan. Et après la création, après l'indépendance du Pakistan de l'Empire britannique,
l'anglais a pris une place très notable. Il est aussi notre langue officielle. Toute administration et la loi et tout ça, c'est toujours en anglais. Et les étudiants qui apprennent le français au Pakistan, ils parlent déjà l'anglais. Alors, l'anglais, c'est la deuxième langue qui fait partie de cette recherche. Alors, le Pakistan, il a eu son indépendance en 1947. Et voilà le plan. Et il y a 4 provinces, Punjab, Balochistan, Sindh, Khyber Pakhtunkhwa et 2 territoires autonomes. C'est le Gilgit-Baltistan et le Jammu et Cachemire indépendant. Et au niveau territorial, le Balochistan, cette province, c'est la même taille que la France. Mais la plupart des Pakistanais, ils habitent ici en Punjab. Et la plupart des Pakistanais, ils parlent le Punjabi aussi, 45%. À part ça, il existe 80 langues, 80 langues au Pakistan. La langue, normalement, ça change chaque 15 km au Pakistan. Et voilà le plan du Pakistan selon les langues. Alors, la troisième langue de notre recherche, c'est l'ourdou et c'est écrit comme ça. Ça, c'est écrit ourdou en ourdou. Pardon. Alors, l'ourdou est aussi la langue officielle, mais aussi la langue nationale. Et j'aimerais bien vous dire que l'ourdou, ce n'est pas une langue maternelle de la plupart des Pakistanais. Je viens de dire que c'est le Punjabi, en fait. Mais en école et en collège et à l'université, on apprend l'ourdou. Et la plupart des Pakistanais, on peut dire 90%, ils peuvent comprendre et ils peuvent parler l'ourdou. C'est comme une langue commune, car puisque chaque personne a sa propre langue maternelle, il faut avoir une deuxième langue que tout le monde peut comprendre et avec qui on peut avoir des échanges linguistiques. Par exemple, moi, ma langue maternelle, c'est le Punjabi. Alors, si je parle Punjabi avec quelqu'un qui vient de Balochistan, il ne va pas me comprendre. Et nous pouvons avoir un échange en ourdou. Voilà. Alors, le mot ourdou lui-même, il est turc et ça signifie l'armée ou camp. Et le mot anglais horde est dit d'être issu de ce mot. L'ourdou, ça a été créé pendant le 11e siècle par Mahmoud Ghaznavi, un soldat musulman qui venait de la région d'Afghanistan actuelle, dont la mère était iranienne et père turc, et son armée s'est installée à Lahore, qui est au Punjab, Pakistan actuel. Alors, le contact de ces musulmans qui parlaient arabe, le perse et le turc avec la population locale de la région du Punjab au Pakistan actuel, qui parlait le Punjabi, a donné naissance à la langue ourdou. Normalement, quand je fais une présentation de ma thèse, les gens ils me demandent pourquoi il existe des langues similaires. Alors, une raison, c'est que ce sont des langues indo-européennes, ourdou, anglais et français. Alors, ourdou, ça appartient à la division asiatique, français à la division de l'Europe du sud-ouest et l'anglais de la division nord-européenne. À part ça, bien sûr, il y a les similarités entre ces langues, juste par hasard aussi. Alors, ce n'est pas nécessaire que chaque mot a une histoire génétique. Voilà. Donc, l'objet de notre étude, c'est de travailler sur le français, ourdou et anglais, plus particulièrement sur les vrais et faux amis. La méthodologie. Alors, maintenant, je vais vous parler de la méthodologie pour tirer les vrais et faux amis français-ourdou. Ça, on va faire à travers la lecture des dictionnaires. Et pour le français-anglais, on va trouver les vrais et faux amis à partir d'une liste des mots d'anglais. Je vais vous expliquer ça en détail maintenant. Alors, pour ourdou, bien que l'ourdou, c'est une langue indo-européenne, cependant, comme la perse, c'est écrit avec les caractères sémitiques d'arabe moderne qu'on appelle nastaliq. Alors, son alphabet comprend 36 lettres de base. Ajouté à cela, il y a encore 17 lettres au digrammes
qui représentent des consonnes aspirées formées en combinant le H avec la plupart des consonnes. Alors, cette combinaison nous donne 56 lettres de l'alphabet d'Ourdou. Nous ajoutons à cela le Ta Murtaba, qui est parfois considéré comme une lettre, et c'est utilisé pour écrire certains mots arabes. Et à la fin, la 58e lettre de l'alphabet ourdou, c'est le Alif Mad qui donne un son allongé. C'est comme A. Nous avons la première lettre, c'est A, mais ça, c'est A. Alors, au total, nous avons 58 lettres de l'alphabet. Alors, ici, c'est l'exemple que j'ai donné, les premières 11 lettres. Ça, c'est Alif, B, P, T, P, C, Jim, Che, He, He et Dal. Alors, comme vous voyez que les lettres de l'alphabet français et d'ourdou, ils ne correspondent pas. Alors, ce qu'on a fait, on a comparé le dictionnaire français avec le dictionnaire d'ourdou. Mais lorsqu'on a fait la lecture des mots français qui commencent avec A, la première lettre, on a dû faire une lecture de 3 lettres d'ourdou qui ont le même son qu'A. La première et la deuxième lettre, Alif et Alif Mad A, et la 23e lettre Ain. Alors, c'est le même cas avec les autres lettres d'alphabet français A, E, I, O et U. On a dû relire les 3 lettres d'alphabet A et Ain de l'ourdou. Par exemple, ici, je vous donne, peut-être que ça va être plus clair. Quand j'ai lu les lettres A de l'alphabet du dictionnaire français, j'ai lu les entrées du dictionnaire qui commencent avec Alif, Mada et Ain. Quand j'ai lu B dans le dictionnaire français, j'ai dû lire les entrées qui commencent avec B. Et ça, c'est B. Bon, je viens de vous dire que les consonnes, ils sont ajoutés avec le H pour donner le son B. Alors, quand j'ai commencé à lire les entrées qui commencent avec la lettre C, j'ai dû lire 4 lettres dans le dictionnaire ourdou qui est se, che, et che. Parce que il y a des entrées qui commencent avec che comme champagne et alors j'ai dû lire 4 lettres. 4, oui, voilà. Et pour deux, j'ai dû lire de, re, de et de. Et ainsi de suite. Alors donc, il ne s'agissait pas d'une lecture simple de la première page de la dictionnaire d'Ourdou jusqu'à la dernière page, mais c'était une lecture bien systématique. Pour le dictionnaire français, c'était en façon assez linéaire que j'ai lu le dictionnaire français, mais pour vraiment comparer les mots avec le dictionnaire d'Ourdou, j'ai dû lire comme ça. Je ne sais pas si vous avez bien compris. Voilà. Alors aussi, puisque les lettres de l'alphabet d'Ourdou et le français ne correspondent pas, donc j'ai lisé les entrées dans la lettre A du dictionnaire français des mots qui commencent avec, par exemple, si vous voyez le dictionnaire A, le dictionnaire du français, les lettres, ils vont, par exemple, si on lit les entrées dans la lettre A, alors les mots d'abord, ils vont commencer de AA, puis AB, puis AC. D'accord, mais en ourdou, dans le dictionnaire ourdou, la troisième lettre de l'alphabet, c'est pas C, c'est P. Alors, quand j'ai arrivé aux entrées A, C dans le dictionnaire français, j'ai dû arrêter le dictionnaire ourdou là-bas pour trouver les entrées de A, C, A, Che, A, Che et A, Che pour lire ça. Alors, c'est comme ça. Le dictionnaire français, c'est A, B, A, C, A, D, A, F, A, G. Mais ourdou, puisque j'arrive aux troisième lettre, la troisième lettre, c'est pas C, mais ils donnent le son comme P. Alors, j'ai dû feuilleter les pages pour arriver à P. Alors, normalement, le dictionnaire d'ourdou, c'est divisé entre les sons. Par exemple, le dictionnaire français, vous n'allez pas trouver ces divisions A, B, A, C, A, D. Mais ici, dans le dictionnaire, parce qu'il y a 58 lettres de l'alphabet, alors comme ça, chaque dictionnaire ourdou, c'est divisé entre les sons aussi, comme ça. Ça, c'est A, Che, A, H, A, H.
Alors, mais quand même, j'ai dû faire beaucoup d'attention car chaque mot, chaque paire de mots que j'ai trouvé, il ne commençait pas avec la même lettre d'alphabet. Par exemple, il y a le mot amer en français qui ça veut dire, comment dire, bitter en anglais. J'ai oublié comment dire en français. Alors, mais le même mot, on a en ourdou qui est mur. Mur, ça veut dire aussi amer. Amer. À part ça, quand j'étais en train de lire le dictionnaire français, il y avait plusieurs mots qui avaient une longue liste de synonymes. Alors, quelquefois, si moi, j'arrivais pas à trouver un mot similaire et j'ai vu que voilà, ce mot, il a beaucoup de synonymes. Alors, ce que j'ai fait, j'ai décidé de traduire le sens de ce mot en anglais et puis d'anglais en ourdou. Alors, j'ai trouvé le mot ourdou et dans le dictionnaire des synonymes d'ourdou, j'ai trouvé une longue liste de synonymes en ourdou. Alors, j'ai aussi fait une comparaison des synonymes du français avec les synonymes d'ourdou. Et ça aussi, ça m'a beaucoup aidé et j'ai trouvé beaucoup de vrais et faux amis comme ça aussi, surtout des vrais amis. Donc, ce n'était pas de simple pour lire les dictionnaires. Par exemple, ici, ça, dans le dictionnaire minuscule, vous voyez qu'il y a pas mal de synonymes et il y a d'autres entrées qui ont une page entière qui comprend des synonymes. Ça, c'est juste un petit exemple. Alors ici, on trouve le mot, comment on prononce ça, ne, je pense. Alors en ourdou, nous avons le mot nana qui veut dire la même chose et pour naine, on a le mot nani qui veut dire aussi petit de très petite taille. Alors, comme je vous ai dit, pour tirer ce corpus, j'ai dû lire les dictionnaires. Alors, j'ai dû choisir d'abord quel dictionnaire à utiliser. Je suis allée à la bibliothèque publique d'information pour voir qu'il y a combien de dictionnaires et pour vraiment analyser les dictionnaires pour arriver au dictionnaire que je voulais utiliser. Alors, l'Académie française, c'est une très bonne dictionnaire, mais c'est assez long. Alors, à cause de limitation du temps, ce n'était pas possible que j'utilise ce dictionnaire. Il y avait aussi Larousse. Une minute. Et figurant au dos du dictionnaire, c'était écrit qu'il y avait 62 000 mots et 125 sens et 20 000 locutions. Pour le dictionnaire Hachette, c'était marqué 25 000 définitions, 25 000 noms propres, 3 000 illustrations. Alors, j'ai remarqué que pour le dictionnaire Larousse et Hachette, il y avait assez d'illustrations et moins de mots. Mais pour le petit Robert, il y avait 300 000 mots et sens. Il y avait des citations littéraires, les synonymes et contraires et des étymologies aussi. Alors, c'est à cause de cette raison que j'ai choisi le petit Robert, le nombre de mots et les synonymes aussi qui figuraient dans ce dictionnaire, qui, je viens de dire, m'ont beaucoup aidé pour tirer des vrais amis. Alors, pour le choix du dictionnaire ourdou, je suis allée à Inalco. Il y avait, je pense, 10 dictionnaires et j'ai tout vu. Ça, ce n'est pas tous les dictionnaires que j'ai analysés quand j'étais là. C'est juste pour la présentation que j'ai donné seulement 4 dictionnaires. Alors, l'ourdou Logut, ça, c'est comme le dictionnaire d'Académie française. Et il se repeint sur 22 tomes et il a 3 500 000 mots. Alors, ça n'était pas possible que j'utilise ce dictionnaire. Après ça, il y avait le Jami ul Lughat, et ce dictionnaire avait 75 000 mots. Le Jami Urdu Lughat, 55 000 mots, et Feroz ul Lughat, ce dictionnaire avait 150 000 mots et sens. Alors, j'ai décidé d'utiliser le Feroz ul Lughat. À part ça, le Feroz ul Lughat, c'est un dictionnaire qui est célèbre au Pakistan parmi les étudiants aussi, juste comme le petit Robert ici en France. À part ça, j'ai aussi utilisé les d'autres ressources en ligne, par exemple Reverso Synonyme,
comme je vous ai dit que voilà, quand j'ai trouvé des synonymes dans le dictionnaire Petit Robert, je voulais comparer avec les synonymes en ourdou, mais j'ai aussi utilisé ce dictionnaire en ligne. Pourquoi? Parce que quelquefois, ou la plupart du temps, le dictionnaire Petit Robert et le dictionnaire Reverso, ils donnaient des synonymes un petit peu différents. Alors, je voulais en fait voir une liste assez, comment dire, exhaustive des synonymes. Et j'ai aussi utilisé le Urdu English Dictionary parce que, comme je vous ai dit, j'ai dû convertir le mot du français à l'anglais et puis en Urdu. Alors, j'ai utilisé pas mal de dictionnaires Urdu-anglais aussi. Urdu Thesaurus, ça, j'ai utilisé comme dictionnaire de synonymes. Et puis, Oxford Urdu to English Dictionary, ça, j'ai utilisé pour consulter la transcription phonétique API. Alors, dans ma thèse, quand j'ai écrit chaque mot Urdu, j'ai aussi inclus les transcriptions phonétiques API. Mais malheureusement, ce dictionnaire n'est plus disponible en ligne. Ils ont en fait, je pense, arrêté toutes les ressources en ligne. Il n'existe plus pour Oxford Dictionary. Je pense pour anglais, ça existe, mais pour les autres dictionnaires, il n'existe plus. Alors, heureusement que le dictionnaire, ça existe comme des hard copies. Je l'ai acheté alors. Mais quand même, ce dictionnaire, il n'a pas la transcription phonétique de tous les mots. Alors, il y a beaucoup de mots dans la transcription phonétique que j'ai ajouté moi-même. Urduban, c'est aussi un dictionnaire qui est Urdu à Urdu ou Urdu à français et français à Urdu. J'ai utilisé ça et aussi j'ai utilisé d'autres dictionnaires. Pourquoi? Parce que quelquefois, je n'ai pas pu trouver quelques mots en Feroz al-Lughat, le dictionnaire Urdu, et j'ai pris comme le dictionnaire de base. Ça, c'était assez surprenant pour moi car il y avait quelques mots très commun comme chemise. Chemise, c'est un mot en ourdou aussi. Ça existe en français, chemise, mais ça existe en ourdou aussi. Et ça n'existait pas, ce n'était pas une entrée dans le dictionnaire Frozen. Je ne sais pas pourquoi, bien que c'est un mot assez utilisé, assez commun. Alors, j'ai dû utiliser d'autres dictionnaires aussi. Alors, il ne s'agissait pas d'une simple lecture de deux dictionnaires, mais je ne sais pas, 10 ou 15 dictionnaires. Alors, je vous donne quelques exemples des vrais et faux amis. Alors, Urdu et français, achat, on a en français, et achat en Urdu, ça veut dire désir. Acte, on a en français, et on a le mot Urdu, acte, qui veut dire presque la même chose. Adieu, on a en français, et adia, on a en Urdu. Ce sont des vrais amis, ils ont presque les mêmes définitions. Alphabet, et en Urdu, on dit alif B. Amer, c'est le mot que je vous avais donné comme exemple qui veut dire goût aigre, désagréable. Et mour, nous avons en Urdu. Je pense que c'est un mot arabe aussi. Amarlok, c'est l'exemple que je vous avais dit au début. Je vous avais donné au début. Et Amarlok, ça veut dire paradis ou l'au-delà. Et ami, on a le confident. Mais ami en Urdu, ça veut dire roturier. Alors, quelqu'un qui est très, très ordinaire. Alors, ce sont des vrais et faux amis. Alors, au total, j'ai trouvé 1096 paires de mots, dont 96, ce sont des faux amis, et 1000 paires de mots, ce sont des vrais amis. Alors, maintenant, pour la comparaison, pour tirer des mots, des vrais amis français-anglais, il existe déjà un très grand corpus par Leblanc et Séguin qui ont recueilli 23 160 paires de mots apparentés français-anglais à partir des deux dictionnaires Robert Collins et Larousse Saturn. Ils ont conclu que les cognats, ils semblent représenter plus de 30% du vocabulaire d'anglais. Alors, puisqu'il existait déjà un corpus des paires de mots apparentés, alors moi, j'ai décidé de ne pas le faire.
Et une autre raison, c'est que c'est un travail très, très énorme. Pour l'ourdou et le français, j'ai dû le faire car il n'existe pas un travail comme ça qui a déjà été fait. Alors, j'ai dû le faire moi-même. Mais pour l'anglais et le français, il existe énormément de travail, des vrais amis et faux amis qui existent déjà. À part ça, je voulais aussi travailler sur l'application des vrais amis et faux amis dans un cours de français. Alors, je ne pense pas que j'ai besoin de 23 000 paires de mots, mais 1000, 2000 comme l'ourdou, je pense que ça suffit pour mon travail. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai décidé de travailler avec une liste des mots qu'on appelle word list en anglais. Et ça s'appelle également dictionnaire des fréquences ou frequency dictionary en anglais. Alors, les listes des mots, ils étaient développés pour montrer les mots de base et les plus fréquemment utilisés pour les études qui se concentrent sur l'apprentissage du vocabulaire de base d'une langue. Et l'une des plus anciennes listes était celle de Michael West, qu'il a utilisée pour compiler un dictionnaire. Alors, le word list qu'on a utilisé, c'est l'Oxford 3000 word list. Ça, c'est une liste des 3000 mots de base que chaque apprenant d'anglais doit connaître. Les mots ont été choisis en fonction de leur fréquence dans Oxford English Corpus et de leur pertinence pour les apprenants de l'anglais. Chaque mot est aligné sur le CECR, guidant les apprenants sur les mots qu'ils doivent connaître au niveau A1 jusqu'au niveau B2. Alors, pardon. Pourquoi je n'ai pas utilisé un word list français? Alors, après avoir fait beaucoup de recherches, j'ai trouvé deux word lists français. Une, c'était par Henman. C'est un dictionnaire de fréquences qui est basé sur un corpus de 400 000 mots. Et l'autre, c'était par Julien. Mais ces deux dictionnaires de fréquences, ils sont assez anciens. Le premier, c'est de 1924 et le deuxième, 1970. Alors, et aussi, ces ressources, elles n'étaient pas trouvables. Je n'ai pas pu trouver ces ressources. En plus de ça, elles sont très, très anciens. Alors, j'ai décidé d'utiliser le word list par Oxford. Ça, c'est le Oxford 3000 by CEFR level. Alors, ici, comme ça, ils donnent les listes des mots. Ce sont juste les listes des mots que les apprenants ils doivent connaître quand ils sont au niveau A1. Et après ça, il y a le niveau A2, B1 et B2. J'ai juste utilisé de A1 jusqu'à B2. Alors, j'ai trouvé depuis cette liste 1464 paires de mots, vrais amis, faux amis, 100 étaient les faux amis et 1364 c'était des vrais amis. Par exemple, pour les vrais amis, nous avons action et action, activity, activité, acteur, acteur, actrice, actrice, etc. Et pour les faux amis, actually, qui veut dire en fait, et actuellement, en ce moment, attend, qui veut dire participer, attendre, en français qui veut dire patienter, blanket en anglais qui veut dire une couverture et blanquette en français, et puis blesse et blessé, etc. Alors, ce qu'il me reste à faire, c'est créer des questionnaires. Alors, d'abord, j'avais pensé que je vais aller moi-même au Pakistan pour travailler avec les étudiants, mais à cause de Covid et tout ça, je pense que je vais créer un questionnaire. Je vais avoir quelques questions et quelques exercices, très petits exercices dans lesquels je vais utiliser ces vrais et faux amis anglais-français. Et je pense que je vais contacter les enseignants au Pakistan pour qu'ils les distribuent à leurs apprenants. Et comme ça, quand je reçois le résultat, je vais faire une analyse et puis une conclusion. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Javeria, pour cet exposé.
Alors, je vais laisser la parole, bien sûr, s'il y a des questions, mais comme toujours, les questions ont parfois mettent un petit peu de temps à arriver, alors je vais lancer moi-même la discussion. Je vais commencer par, disons, là où vous en êtes arrivé à la fin de votre exposé. Oui. Est-ce que vous pouvez préciser quel est l'objectif? Ah, bon, on a très bien compris que vous, vous- vous essayez de reconstituer des paires de vrais amis ou de faux amis, donc en vous fondant sur la similarité phonologique entre les mots. Mais est-ce que vous pouvez nous dire plus précisément quelle est l'utilité? À quoi ces listes peuvent-elles servir? Comment est-ce que vous voyez l'utilisation? Alors, peut-être pédagogique, hein, c'est sans doute ça quand même l'idée, l'utilisation pour l'apprentissage du français de ces listes. Est-ce que ça c'est quand même un point important parce que c'est la justification de votre recherche. Donc, est-ce que vous avez une idée, est-ce que vous avez déjà une idée de la façon donc d'utiliser ces listes? Oui, en fait, par exemple, quand moi j'étais en train d'enseigner ou même apprendre le français, à chaque fois que j'ai vu une similarité entre la langue que je connais déjà, peu importe la langue, et le français, ça m'a servi à apprendre plus facilement le français. Et alors, moi, j'ai pensé, alors pourquoi nos enseignants, ils n'utilisent pas notre langue maternelle ou la langue qu'on parle déjà pour enseigner le français? Et alors, quand moi, j'ai commencé à enseigner le français, j'ai pris le soutien de l'ourdou et de l'anglais pour apprendre, pour enseigner le français. Et ça a trop bien marché car les étudiants, ils ont appris trop vite. Car le français, c'est pas une langue très évidente à apprendre au Pakistan. C'est assez différent, comme vous voyez, avec l'ourdou. Et la plupart des langues au Pakistan, à part l'anglais, ils sont comme l'ourdou. Alors, l'utilité, moi, ce que je pense, à mon avis, les enseignants, ils peuvent utiliser cette liste comme un outil pédagogique pour peut-être donner aux étudiants pendant leur cours, à la fin ou même au début, pour dire, voilà, si ça vous intéresse ou vous voulez, il existe des similarités entre votre langue que vous parlez déjà et le français. Et il existe beaucoup de travaux. Quand j'ai fait des états de lieu, que les vrais amis, ils aident vraiment les étudiants à apprendre une langue étrangère. Alors pour moi, je pense que c'est un outil pédagogique qui peut servir l'enseignement et ainsi que l'apprenant pour apprendre plus facilement le français. C'est ça. D'accord. Non, mais ça, je comprends bien. Et d'ailleurs, vous en êtes d'une certaine façon vous-même la preuve parce que vous parlez très bien le français et on voit que vous avez acquis une très bonne maîtrise de la langue. Bon, mais en réalité, ma question portait sur, enfin, ma question était un peu plus précise sur les modalités d'utilisation de ces vrais amis. Parce que, bon, bah, vous pouvez dire, voilà, je fournis des listes de vrais amis pour l'enseignement, et les professeurs se débrouillent avec ça. Mais on peut peut-être aller plus loin, et je me souviens qu'on en avait parlé à un moment donné lorsque on a parlé de votre thèse. Je me demande si ce ne serait pas une bonne idée d'essayer de créer des petits textes presque faits uniquement avec des vrais amis pour pouvoir dire très tôt à des apprenants
vous voyez, lisez ce texte en français et vous voyez, vous avez presque tout compris tout de suite. Hein. Enfin, compte tenu des éventuels problèmes syntaxiques, etc., etc. Mais en tout cas, on pourrait imaginer de fabriquer des textes avec ça. Et je pense que si vous voulez fabriquer des outils pédagogiques pour, pour, les, pour les professeurs, eh bien, ça pourrait être très utile. Alors, fabriquer des textes en français qui soient faits avec beaucoup de vrais amis par rapport au ourdou, et puis d'autres par rapport à l'anglais. Puisque, en fait, ce ne sont pas exactement les mêmes. Parfois, ce sont... Je ne sais pas d'ailleurs si vous avez regardé, est-ce que vous avez des mots qui sont des vrais amis dans les 3 langues? Oh, non, j'ai pas fait ça, Voilà. mais je suis sûre qu'il existe. Oui, ouais, peut-être Par quelque chose. exemple, alphabet, nous avons Aleph B et en anglais, nous avons alphabet. Ouais, voilà. Alors, il existe. Il y en a sûrement quelques-uns, mais bon, c'est sans doute un petit peu marginal. Donc, voilà, je pense que ça pourrait, si vous voulez, mieux montrer l'intérêt de votre recherche que d'aller jusqu'à proposer des petits textes qui pourraient être utilisés pédagogiquement et qui seraient du coup les textes les plus faciles à comprendre pour quelqu'un qui est qui maîtrise soit le ourdou, soit l'anglais, hein, qui maîtrise soit l'un soit l'autre. Eh bien, il comprendrait très vite ces textes fabriqués avec principalement des vrais amis. Hein. Ça, du coup, je pense que ça pourrait fabriquer pédagogiquement. Et puis, vous pourriez aussi aller un peu plus loin en essayant d'imaginer des exercices. Enfin, je pense que pour mieux valoriser votre travail de recherche, parce que là, c'est un travail de recherche qui a quand même surtout un intérêt dans l'application pédagogique, hein. Enfin, c'est pas seulement, mais il y a cet intérêt dans l'application pédagogique. Je pense qu'il faut quand même aller assez loin dans l'application pédagogique, même si c'est un travail un petit peu différent du travail d'établissement de ces listes-là. Et donc, il faudrait voir s'il n'y a pas la possibilité d'inventer des exercices à la base de ces... donc des textes, des petits exercices, je ne sais pas. Enfin, des choses, essayer d'approfondir un petit peu la réflexion pédagogique à partir de vos listes de vrais amis. Donc ça, c'est un premier point qui était à la fois une remarque et en même temps un peu une question. En fait, moi, je me rappelle que vous m'aviez dit ça et j'avais pensé que je vais créer des petits textes très, très simples Oui. et je vais leur donner avec la questionnaire. Ah oui, Mais vous avez raison que je vais travailler encore plus avec ça et je vais inclure les exercices, tout ça et les textes c'est-à-dire dans la recherche ou dans ma thèse aussi, pas simplement une partie de la questionnaire. Ça, je vais faire. Merci beaucoup. d'accord. Très bien. Oui. Alors maintenant, si on revient au problème, disons, plus de recherche et non plus d'application, qui concerne donc l'établissement de ces listes. Alors, vous voyez ça, je le précise pour les étudiants et les étudiantes de master. Bon, vous l'avez entendu, Javeria a témoigné de son expérience personnelle consistant à dire, voilà, quand j'ai appris le français, j'ai vu qu'il y avait quand même des mots qui se ressemblaient. Bon. C'est un peu ce que je vous disais en préambule de cet exposé. On a une intuition, c'est souvent comme ça en linguistique, hein, on a une intuition de quelque chose, tiens, c'est curieux, il y a quand même plusieurs mots en ourdou qui ressemblent à des mots en français. Comment on transforme une intuition en programme de recherche? Donc, voilà, c'est là que commence le travail de recherche. C'est pas juste, vous voyez, c'est ça la différence entre une opinion, hein, ah oui, il y a beaucoup de ressemblances, et puis une recherche scientifique pour montrer à quel point il y a une ressemblance ou pas. Alors, donc le problème se pose de se dire, bon, comment je m'y prends pour essayer de faire cette liste
de vrais amis ou de faux amis. Donc, Javeria vous a expliqué sa méthode, qu'elle a découverte elle-même. Hein, ce n'est pas du tout moi qui lui ai donné des indications. Donc, elle est partie de la graphie. Hein, Javeria, vous avez expliqué que vous êtes parti des lettres et vous avez essayé de chercher les correspondances avec les lettres. Donc, vous êtes parti de la graphie. Vous auriez pu prendre un point de départ phonologique, hein, c'est-à-dire, mais ça aurait supposé que la raison pour laquelle vous n'avez pas, je suppose, la raison pour laquelle vous n'avez pas choisi une méthode consistant à partir de l'alphabet phonétique international, c'est que vous ne disposiez pas, dans le dictionnaire que vous avez utilisé en ourdou, de la transcription phonétique, probablement, parce qu'évidemment, dans ce cas-là, il était préférable enfin, il aurait peut-être été plus simple de partir des transcriptions phonétiques, non? Oui, ça n'existe pas dans aucun dictionnaire ourdou. Il n'existe pas de transcription phonétique Voilà. API. Oui. Ben, c'est ça. Donc parce que sinon, il aurait été possible même de faire un travail avec un outillage de linguistique informatique, hein, en fabriquant une base de données avec les listes de mots en ourdou avec leur transcription phonétique, les listes de mots en français avec une liste de mots avec l'alphabet phonétique, et puis ensuite on essaie de voir les similarités. Bon, voilà, c'est pas si facile que ça. Donc vous avez trouvé une méthode qui vous a permis d'isoler quand même un bon nombre de mots. Donc, on imagine bien que ça a dû vous prendre beaucoup de temps et de travail. Alors, ces listes seront sûrement complétées par d'autres chercheurs après, ou peut-être par vous-même. Mais en tout cas, je parle surtout de la liste donc, pour français et ourdou, parce que, comme vous l'avez dit, pour la liste anglais-français, il existe des travaux déjà disponibles. Donc, c'est une liste qui est faite à la fois avec une méthode rigoureuse et en même temps, alors là, peut-être que c'est faute de temps, vous n'avez pas justifié, vous l'avez faite d'une manière rigoureuse parce que vous avez suivi une méthodologie, mais les correspondances entre les lettres ne garantissent pas la correspondance phonologique, bien sûr. Oui. Donc, la question se pose, et ça, je pense que je vous avais donné la référence de la thèse de Mélisandre Corre, non? Non. Non? Bon, parce que c'est une thèse sur un sujet bon, différent, mais qui réfléchit aussi sur le problème de la distance phonologique entre les mots. Parce que comment est-ce qu'on mesure intuitivement, on entend que des mots sont proches phonologiquement. Les exemples que vous nous avez donnés sont tout à fait convaincants. Hein. Mais d'un point de vue plus scientifique, il faudrait être capable de définir la similarité. C'est-à-dire, si je fais la transcription phonétique de mon mot en français et de mon mot en ourdou, à partir de combien de phonèmes en commun ou à partir de combien de différences, je ne peux plus dire que c'est de la similarité ou c'est de la similarité. Vous voyez, ce genre de problème. Est-ce que vous avez, disons, rencontré des problèmes de ce genre? Est-ce que vous avez hésité sur certains cas? Est-ce que vous avez lu je ne sais pas, des articles portant sur ce sujet précis? Une minute, j'écris. Oui, je vous en prie. De toute façon, vous savez… Oui, vous avez complètement raison. J'ai eu beaucoup de difficultés. Car moi, j'ai hésité j'ai toute une autre liste des mots que j'ai mis en question mark, de point de, comment dire, d'interrogation. D'interrogation, que est-ce que je dois les inclure dans le corpus ou pas? Et ça, c'est vraiment un très grand défi. Quand j'étais en train de lire les travaux faits avec l'anglais-français, il y avait un travail dans lequel ils ont dit que voilà, si les premiers 4 mots ils se ressemblent, on va les considérer comme les vrais amis. Je n'ai pas entendu. Pardon, est-ce que vous pouvez répéter là, ce que vous venez de dire? Oui, en fait, dans un des travaux faits sur l'anglais et français, les chercheurs, ils ont dit que si les 4 premiers mots
du mot français. Pardon, 4 premières lettres du mot anglais et français, s'ils se ressemblent, on va les considérer comme les vrais amis. Les lettres ou les phonèmes? Les lettres, ils ont dit. Alors, pour moi, je pense que ça, c'est difficile pour le français et ourdou, car bien sûr, les lettres, ils ne se correspondent pas du tout. Et même comment dire, la phonologie, ça, c'est aussi différent. Mais j'ai beaucoup réfléchi sur ça et j'avais pensé, en fait, je suis toujours en train de réfléchir sur ce point-là et je dois en fait regrouper les mots. Voilà, et j'ai trouvé ce genre de similarité dans ces mots et ce genre de similarité dans ces mots. Et alors, c'est ça la raison pour laquelle je les ai mis comme des vrais amis. Ça, je dois en fait faire une analyse de la liste que j'ai faite pour justifier mon choix de les mettre dans cette liste. Cette liste. Ça, c'est un point que j'ai dans ma tête. À part ça, je me rappelle que vous m'avez demandé de faire, de trouver comment dire, la distance phonologique en utilisant comment ça s'appelle? C'est le distance, Levenshtein distance. Oui, c'est ça, la distance de Levenshtein. Mais ce que vous m'avez demandé, c'était de ne pas utiliser le Levenshtein distance. Le problème, c'est que j'ai trop recherché et j'ai pas pu trouver une autre distance, string matching distance, à part Levenshtein. Levenshtein, c'est le plus, comment on peut dire, c'est ça, le plus classique, le plus commun. le plus classique, oui. Et jusqu'au maintenant, ça reste le edit distance qui est le plus utilisé. Ouais. Alors, l'autre, disons que la distance de Levenshtein, c'est vrai que c'est une commodité, c'est pratique, mais disons que ça ne rend pas forcément compte de la différence ou de la ressemblance perçue par les sujets. Et là, évidemment, dans l'idéal, mais ça, je pense que vous n'aurez peut-être pas le temps dans la thèse, il faudrait tester les mots avec des sujets, c'est-à-dire leur faire écouter le mot français, le mot ourdou, et leur dire, est-ce que vous trouvez ces mots ressemblants? Et mettre une note de 1 à 5, par exemple, très ressemblant, moyennement ressemblant, pas ressemblant, et faire une statistique comme ça. Ce serait le moyen le plus... Oui, sans doute un moyen, disons, techniquement le plus fiable. Oui. Il faudrait faire la différence entre des locuteurs du français et des locuteurs du ourdou qui n'auraient peut-être pas forcément les mêmes perceptions et les mêmes réponses. Donc, c'est quand même... non, mais c'est comme... Du coup, c'est là où on touche aussi au problème de recherche. C'est que l'établissement de cette liste suppose, bien sûr, d'avoir une similarité phonologique et une similarité sémantique. Bon. Oui. La similarité sémantique, les deux similarités peuvent poser des problèmes dans certains cas. Parce qu'il y a une sorte de... Et c'est ça qui est intéressant avec la question de la similarité, c'est qu'il y a une souplesse, mais jusqu'où on peut aller? Comme c'est quelque chose qui est continu, il y a un moment où on doit dire, ben non, on ne peut pas... Par exemple, j'ai été frappé par le fait que vous mettiez, tout à l'heure dans les exemples que vous avez donnés, il y avait un exemple d'un mot achat et désir, hein, c'était ça? Oui. Voilà, c'était... c'est ça. Voilà, action d'acheter, désir. Alors, oui, quand on prend les mots comme ça, c'est différent, mais vous voyez qu'on pourrait très bien trouver un lien sémantique parce qu'on achète des choses, c'est lié au désir d'acheter des choses. Oui, c'est vrai. Donc on pourrait les dire qu'il y a un lien de sens quand même. En revanche, pour Amerloc, là, c'est clair qu'il n'y a absolument aucun rapport. Ou pour confident et pour confident non plus. Hein. Donc, voilà. Donc, le problème de la similarité sémantique, elle se pose aussi. Comment on mesure la similarité sémantique? Bon, c'est une question difficile.
également, et bon, pour laquelle il y a aussi quelques articles qui sont disponibles, hein. Il y a un peu de recherche sur ce sujet, mais c'est quand même aussi une recherche assez compliquée. Donc, En fait, pour ça, ce que j'avais pensé, c'est aussi en linguistique, nous avons la méronymie et la métonymie et les opérateurs de polysémie, c'est ce qu'on appelle les exactement, opérateurs. la polysémie. Mhm. Alors, par exemple, quand j'ai trouvé le mot anglais en français et le mot ongli en ourdou. Alors, anglais, ça veut dire le nail, comme on dit en anglais, et ongli, c'est le doigt. Alors, il existe le lien, les deux, ils font partie de la main de l'autonomie d'une personne, d'un être humain. Alors, moi, j'étais confuse et j'ai dit, est-ce que, alors ça, ils doivent être des vrais amis ou est-ce qu'ils doivent être des faux amis? Il existe un lien entre les mots, comme vous avez dit avec achat et achat. Il existe un lien. Alors, pour moi, ça aussi, c'était assez difficile d'arriver à une décision pour les mettre soit dans les faux amis, soit dans les vrais amis. Alors ça, j'avais pensé que voilà, s'il existe un lien sémantique comme ça, par exemple achat et ongle et ongli, peut-être je vais les tous rassembler et je vais dire que voilà, s'il y a les polysémies comme ça, je vais les mettre en tant que vrais amis, car comme moi, au début de l'apprentissage du français, je me rappelais jamais que doigt et onglet, ce sont quelle partie de ma main. Alors, ce que j'ai fait, j'ai dit, OK, onglet, en ourdou, c'est ongli. Alors, ongli, c'est mon doigt, c'est-à-dire onglet, c'est la partie qui est au-dessous. Alors, comme ça, à chaque fois, j'ai utilisé le mot en ourdou pour arriver au mot comment dire, de français. D'accord. Très bien. Non, mais alors, voyez, donc, en fait, votre thèse, au début, je vous parlais de son intérêt du point de vue pédagogique, mais elle a aussi un intérêt pour la recherche, bien sûr, non seulement pour la comparaison des langues, mais ça, j'y reviendrai tout à l'heure, mais aussi pour des questions très théoriques, comme la question de la similarité sémantique, phonologique. Ce sont des questions qui ne sont pas du tout résolues dans la recherche actuellement. On n'a pas de mesure complètement satisfaisante de la similarité sémantique ou de la similarité phonologique. Et votre travail, qui a besoin d'utiliser ces concepts de similarité, en fait, c'est en même temps une réflexion sur comment on mesure cette similarité. Donc, c'est tout à fait intéressant de mettre de côté les cas pour lesquels vous hésitez, parce que c'est là qu'on peut essayer de réfléchir et de proposer des solutions et de faire avancer la recherche théorique là, sur la notion de similarité. Qu'est-ce que ça veut dire, la similarité sémantique ou la similarité phonologique? Voilà. Alors, il y a un autre point théorique, mais disons là, qui est, je le signale juste en passant, c'est pas tellement, peut-être vous pouvez, enfin, ça va au-delà de l'enjeu de votre thèse. On est frappé dans ce que vous avez décrit sur les deux listes de vrais amis, faux amis, entre le français et l'anglais et entre le français et le ourdou. Parce que sur à peu près, donc c'était 1096, hein, c'était 1096 paires de mots, voilà, 96 faux amis, 1000 vrais amis. Donc c'est à peu près la moitié, quoi. La moitié. Mais ce n'est pas parce que c'est la moitié que ça n'est pas fiable. C'est-à-dire que souvent, d'ailleurs dans l'apprentissage des langues, oui, ça c'est quelque chose qu'il faudra rappeler quand même au début, dans l'introduction de votre thèse. Hein. Moi, je me souviens, mais peut-être que beaucoup d'entre vous aussi ont eu ça. En général, on ne parle jamais des vrais amis dans l'apprentissage des langues. On ne parle que des faux amis. On ne parle que des faux amis pour dire attention, attention, ne vous mélangez pas, votre langue est trompeuse. Alors que
et tout l'intérêt au plan de la pédagogie de votre thèse, c'est aussi de dire, oui, d'accord, il y a des faux amis. Oui, Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut renoncer à l'amitié. Hein, si on oui, peut dire comme exactement. ça. C'est pas parce qu'il y a des faux amis qu'il ne faut plus avoir d'amis du tout. Il faut quand même se servir de la base des vrais amis qui est une ressource pédagogique. Donc ça, c'est important de le rappeler aussi. C'est une base de votre travail, mais comme je ne l'ai pas rappelé, je le fais maintenant. Mais ce qui est frappant, c'est quand on compare avec le couple français-anglais, où là, le nombre de faux amis est très faible par rapport au nombre de vrais amis. Et là, du coup, on peut se demander si cette proportion entre les vrais amis et les faux amis ne pourrait pas être un indice, une façon de mesurer la proximité entre les langues. Ça, c'est une question théorique beaucoup plus large. Est-ce qu'on ne pourrait pas mesurer la proximité entre les langues à partir de la proportion entre vrais amis et faux amis? Par exemple, pour français-ourdou, la proportion, elle est à peu près de 50%. Là, 50% de vrais amis. Hein. Alors que en anglais, dans les listes que vous avez établies, si on a 1500, je veux dire, on a presque 80, alors attendez que je ne dise pas de bêtises, on a un pourcentage qui est, alors 90%, ce serait, oui, on a plus de 90%, on doit avoir peut-être autour de 95% de vrais amis. Oui. Voilà. Donc, je pense que c'est un autre intérêt théorique de votre thèse, mais là, que vous n'allez pas développer, hein, c'est un autre sujet de thèse à la limite. Mais ça fait penser à ça et c'est aussi un intérêt du travail. Un petit Oui. point de détail que j'ai noté à propos des listes de fréquences. En fait, vous auriez dû me demander parce qu'il existe des listes de fréquences en français. Ah, ok, je ne savais pas ça. Je vous donnerai des références, mais de toute façon, ce n'est pas forcément quelque chose d'indispensable pour vous. Mais pour la thèse, il ne faudrait pas écrire qu'il n'y a pas de liste de fréquences récente en français. Il Ok, existe des d'accord. bases lexicales en ligne qui sont récentes. Je vous donnerai les références. D'accord, ok, merci. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'avais noté encore? Ouais, ok. Bon, je pense que j'ai fait à peu près le tour des questions que j'avais à poser. Je relais une question qui a été posée sur le chat au sujet du rapport entre les vrais amis et le symbolisme phonétique. Alors, est-ce que les vrais amis relèvent du symbolisme phonétique? Je dirais non parce que le symbolisme phonétique, c'est quand même un lien entre un signifiant et un référent, une signification. Là, on a affaire à des liens entre des signifiants de deux langues qui se ressemblent et qui renvoient à des signifiés qui sont similaires. Donc, on peut parler d'analogie dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'on va dire, par exemple, que le mot, je ne me souviens plus ce que vous avez donné comme exemple de vrais amis en ourdou, mais est-ce que vous pouvez nous redonner la liste là, que vous aviez indiquée pour les... Voilà, bon, par exemple, dans les vrais amis, oui, il y avait acte, par exemple, donc on peut dire qu'il y a une analogie entre le mot français acte et le mot français acte, et le mot ourdou, pardon, acte. Hein, il y a une similarité, donc on peut faire l'analogie. Hein, quand je lis le mot si je suis de langue, si je connais la langue, le ourdou, je peux, grâce à une analogie, lire le mot en français.
Bon, mais on ne parlera pas de symbolisme phonétique parce que le son lui-même évoque, certes, n'évoque pas rien. Bien sûr, le son acte en français pour un locuteur du ourdou évoque quelque chose, puisqu'il y a une ressemblance avec le mot. Mais ce que ça évoque, c'est un autre mot, ce n'est pas une réalité, ce n'est pas ce que signifie le mot acte que évoque le son acte. Ce que le son français acte évoque pour le locuteur du ourdou, c'est le mot acte en ourdou. Bon. Donc, c'est un autre phénomène que celui du symbolisme phonétique. Hein. On peut pas... Et je veux dire quelque chose Oui, par rapport à ça. Ça me rappelle quelque chose. Quand vous avez dit que ça évoque quelque chose d'autre pour un locuteur d'ourdou. Alors ici, il y avait 2 Pakistanais qui sont venus ici juste pour une semaine. Ils avaient gagné un concours ou quelque chose. Et ils ont fait beaucoup de shopping et ils ont dit à la fin, chaque personne, quand on est sorti de chaque magasin, la personne, il nous a dit au revoir. Alors, ils ont dit que quand on a entendu ce mot au revoir, ils ont dit que nous étions très, très, très choqués par ce mot. Et j'ai dit pourquoi. Et ils ont dit en ourdou, au revoir, ça veut dire kidnapper quelqu'un. Alors, quand la personne, il a dit au revoir, ils ont tout de suite eu le mot au revoir en ourdou qui veut dire kidnapper. D'accord, d'accord. Très C'était bien. très, Ouais, très intéressant ça. Alors, pour eux, c'est ça que ce mot signifie et c'est ça qu'ils ont évoqué dans leur pensée. oui. Oui, Oui. ça. Non, c'est intéressant. Mais alors, du coup, vous voyez, on pourrait imaginer, si on est du côté de la pédagogie, la petite histoire que vous venez de raconter est très intéressante. Et on pourrait se servir pour apprendre des mots nouveaux de ce genre de malentendus. Justement, même les faux Oui, amis peuvent servir à des anecdotes ou à inventer des histoires amusantes qui vont marquer les élèves et les élèves vont s'en souvenir. Ils vont savoir que au revoir veut dire comme adieu, etc. Donc, on peut se servir, vous voyez, ce que vous racontez me fait penser qu'on peut même se servir des faux amis pour faire des exercices d'apprentissage du vocabulaire, parce qu'on sait très bien que la mémoire fonctionne bien quand elle est liée à des émotions agréables. Et donc, si on se souvient d'un mot avec une anecdote amusante, eh bien, enfin, je veux dire, si on apprend un mot avec une anecdote amusante, on s'en souviendra beaucoup plus facilement. oui. En fait, au début de ma recherche, c'est ça, c'est ce qui est l'objectif, d'inclure des vrais amis aussi. Car tout le monde dit qu'il faut éviter des faux amis, mais en fait, il y a très, très peu de recherches dans lesquelles les chercheurs ils disent que voilà, les faux amis, ils peuvent aider avec l'apprentissage phonologique aussi. Les Oui, étudiants, ils peuvent apprendre comment prononcer un mot à travers un faux ami. Alors, les faux amis ne sont pas très, très mauvaises. Donc, oui, servir comme un outil d'apprentissage aussi. Et tout c'était à pour fait. ça que j'avais décidé d'inclure des faux amis. C'est vrai que quand on, par exemple, les apprenants, ils parlent anglais, il n'existe pas le son re ou re comme il existe en français. Ça Mmh, n'existe pas en anglais. ouais. Alors, moi, ce que j'avais pensé, c'est très intéressant d'inclure les faux amis ourdou, car comme ça, c'est difficile pour leur dire, voilà, ce mot, c'est comme ça en anglais. Car ils ne voient pas le même son en anglais. Ils voient les mêmes lettres, bien sûr, mais ils ne voient pas le même son. La phonologie, c'est assez différente, mais ça se ressemble à la phonologie ourdou. Mmh. Alors, alors ça, j'avais pensé que les faux amis d'Urdu, ils peuvent servir pour faciliter l'apprentissage de la prononciation des mots français. C'est Aussi, ça. oui, c'est une très bonne idée. Alors, je réponds à une question qui a été posée sur le chat sur
est-ce qu'il existe des faux amis uniquement entre des langues différentes ou bien à l'intérieur d'une langue? Alors, c'est effectivement la notion de faux amis, elle ne s'utilise que quand on a deux langues différentes. Lorsque, dans l'exemple qui est donné là dans le chat, je crois que c'était mère et mère, oui, le maire d'une ville et la mère au sens de la mère de famille, eh bien on parle dans ce cas-là d'homonyme, hein, d'homonyme ou d'homophone. Les homophones, dans ce cas-là, puisque ce sont des mots qui se prononcent de la même façon mais qui ne s'écrivent pas de la même façon, on parle plutôt d'homophones. Hein. Et mais pas de faux amis. Hein. Les faux amis, vraiment le terme de faux amis existe uniquement entre des langues différentes. Je me demande d'ailleurs si, je ne sais pas, si dans les dictionnaires de linguistique, ce terme est retenu comme un terme technique. Faux amis. Oui. Est-ce que vous l'avez trouvé, je ne sais pas, par exemple dans le dictionnaire de Franck Neveu, le dictionnaire de... Je ne sais pas, est-ce qu'on a cette notion? Est-ce que dans les dictionnaires... et comment on traduit en anglais faux amis, au fait? False friends. Oui, d'accord. True friends and false friends. Donc, la traduction de faux amis est un vrai ami. Oui. En fait, dans le petit Robert, je suis en train de voir. Non, il n'y a pas faux amis ici. Ah oui, c'est écrit faux, faux, ouais. c'est faux, c'est tout. Et je vois que vous aviez mis homophone aussi dans la diapositive. Vous avez remis la diapositive. C'est vrai qu'on peut parler d'homophone entre deux langues différentes. Oui, exactement. Donc, le terme homophone, il marche dans une même langue et dans deux langues différentes parce que ça veut simplement dire qu'on a la même prononciation. Alors, attention, justement, tout le problème de la similarité, c'est qu'on est dans les frontières de l'homophonie. Ce n'est pas exactement la même. Exactement. Parfois, c'est exactement la même prononciation, mais très souvent, c'est une prononciation presque si exacte. Donc, il faudrait, à ce moment-là, parler de quasi-homophone ou voilà, on parle parfois de paronomase, paronymie, mais ça, c'est plutôt en poétique, en stylistique. Mais pour parler de mots presque homophones, voilà, on n'a pas tellement de termes disponibles. Oui, c'est pour ça qu'ici, dans la définition, on trouve toujours le mot similaire ou similarité. C'est jamais exactitude. C'est ça, c'est ça. Oui. C'est donc, d'une certaine façon, c'est là aussi la justification de ce sujet. Le terme, enfin, je veux dire, le terme technique et la notion de faux amis, c'est un cas exemplaire de l'application de la notion de similarité. C'est-à-dire cette notion de similarité, elle est indispensable pour cette notion de faux amis. Ou de vrais amis. Enfin, Voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? Autre question à Javeria? Non? Alors, attendez, je vais vérifier rapidement quel est le... Ah, maintenant, je ne peux pas. Monsieur, la liste des word list en français, vous avez dit que vous avez trouvé, c'est quelle word list? Alors, attendez, il faut que je vous dirai ça par mail, hein, parce que là, je l'ai plus en tête et il y en a plusieurs. Car moi, j'avais trouvé aussi des listes, mais ils étaient des listes fournies par une méthode d'apprentissage. Alors, les listes, ils étaient à partir des unités, c'est-à-dire les chapitres. C'était une méthode d'enseignement de l'anglais ou je ne sais pas, peut-être français. Oui, pour le français, souvent, c'est vrai que les listes de fréquences sont utilisées pour l'enseignement parce que pour les professeurs de français, c'est utile de connaître, enfin, si on veut faire des leçons de vocabulaire, de faire des leçons sur le vocabulaire qui est le plus fréquent, bien sûr. Et c'est compliqué aussi, cette notion de fréquence. Hein. Est-ce que c'est une fréquence dans quel genre de discours, enfin, la notion de fréquence lexicale, c'est aussi une notion théoriquement
qui pose toutes sortes de problèmes. Il y a plusieurs façons de définir la fréquence lexicale. Bon, mais là, on sort un petit peu de votre sujet. Je ne sais pas si c'est vraiment indispensable, cette notion de fréquence pour vous, parce que vous vouliez vous en servir pour quoi exactement? Non, non, c'était juste car j'avais utilisé le WordList, Oxford WordList, Ouais. Oxford 3000 WordList. Vous avez dit qu'il existe également les WordList en français. Car moi, Oui, j'avais pas trouvé. Et les WordList que j'avais trouvés, ils étaient liés avec les méthodes d'enseignement du français. C'est-à-dire, et, je sais pas comment expliquer. Il y avait une méthode, un livre pour l'enseignement du français. Et dans le livre, par exemple, il y a des chapitres liés avec se présenter ah ou oui, d'accord. une Non, mais là, maison ou quelque chose. Alors, j'ai trouvé les word lists liés à ce sujet, c'est-à-dire à ce domaine. Ces chapitres, ouais. c'est très Non, non, là, spécifique. les références auxquelles je pense, ce sont des bases de données qui sont disponibles en ligne. D'accord. OK. Mais pourquoi vous avez besoin de cette fréquence? Par exemple, si quelqu'un dans le jury, pendant ma soutenance, elle me demande pourquoi vous n'avez pas utilisé le word list français, alors je dois avoir une justification. Comme vous m'avez fait remarquer qu'il existe un word list français qui est Ouais. assez Ouais, mais récent. alors, en anglais, pourquoi vous l'avez utilisé? Pourquoi le word list anglais dans Car votre… je n'avais pas pu trouver un word list français, c'est pourquoi j'ai utilisé en anglais. Et à part ça, les apprenants, ils parlent anglais. Et ils savent déjà, ils connaissent déjà ces mots. Alors j'ai pensé, alors c'est bien que je vais me servir d'un word list anglais, car souvent les apprenants, ils ont l'anglais dans leur tête, alors ils vont Oui, oui, penser, alors comment on dit adulte en français? Ils vont pas aller du français à l'anglais, mais plutôt de exactement. l'anglais à français. Non, mais c'est ça Alors, la vraie raison. Vous avez oui, raison, c'est ça la vraie raison. Vous n'avez pas besoin d'une liste de fréquences en français, puisque oui, vous partez des connaissances en anglais. oui, exactement. Il vaut mieux, une liste de fréquences pour l'anglais est utile pour votre travail, mais une liste de fréquences pour le français, elle n'est pas du tout utile, en fait. D'accord, ok, merci. Mais je vous donnerai quand même la référence par Oui, curiosité. merci beaucoup. Oui, oui, C'est pas indispensable de l'utiliser dans la thèse. d'accord. Voilà, alors écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on va arrêter la séance ici. Je crois que la semaine prochaine, nous avons une conférence d'Alferat sur le genre neutre en français. Attendez, je vais vérifier ça tout de suite sur le site du cours, parce que j'ai un petit doute, mais il me semble bien que c'est ça. Ouais, voilà, c'est bien ça. Hein. Donc, c'est Alferat qui fera un exposé sur le genre neutre en français, donc sur un problème complètement différent, mais qui est à voir avec, vous savez, ces questions d'écriture inclusive, de français inclusif, etc. Et le choix du jour de cet exposé, vous verrez, n'est pas tout à fait innocent. Alors, avant qu'on se quitte, je voudrais juste vous poser la question de savoir si vous n'avez pas de questions je sais pas, de problèmes à me signaler au-delà de l'exposé qu'on a entendu aujourd'hui de Javeria. Bon, en tout cas, je reçois régulièrement des mails hein, des uns des autres, donc je vous redis, comme je vous l'avais déjà dit, hein, surtout ne restez pas isolés si vous avez des difficultés, prévenez les professeurs. Nous sommes très très conscients que la situation est difficile pour vous et que c'est très difficile de travailler dans ces conditions, toujours à distance. Donc, tous les professeurs sont là pour vous aider si vous avez besoin dans la mesure de leurs possibilités. Voilà, alors écoutez, il ne me reste plus qu'à remercier Javeria. Merci beaucoup pour cet exposé. Merci beaucoup. Vous m'enverrez la version en PDF pour que je la mette sur le site? De mon exposé, d'accord, Oui. ok, Voilà, comme ça, je pourrai la ok, mettre en ligne aussi. Je vais mettre d'accord. l'enregistrement de la séance également, si vous êtes d'accord. Hein, vous ne voyez, Oui, d'accord, pas de problème.
Très bien. Bon, alors écoutez, au revoir à tous, portez-vous bien et à la semaine prochaine. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, Au au revoir, revoir. merci.